Les grands entretiens de Storia Voce. On retrouve Mathilde Gay. Chères auditrices et chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur Storia Voce. Comme vous le savez peut-être, nos podcasts sont gratuits et nous avons fait le choix de ne pas faire appel à la publicité pour les financer. Alors, si vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à faire un don à notre association en cliquant sur le lien indiqué dans la description de ce podcast. En faisant un don, nous vous offrirons un abonnement au magazine Histoire et Civilisation. Merci d'avance. Nicolas Aubin, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes agrégé d'histoire, spécialiste de la Deuxième Guerre mondiale, auteur de plusieurs ouvrages sur le sujet, comme La course au Rhin, pourquoi la guerre ne s'est pas finie à Noël, publié aux éditions Economica en 2018. Vous participez régulièrement à la revue Guerre et Histoire, dirigée par Jean Lopez, et vous publiez aujourd'hui Le débarquement dans la collection Vérité et légende des éditions Perrin. Dans ce livre, vous proposez de confronter la mythologie qui entoure le jour le plus long avec les apports de l'historiographie la plus récente et sérieuse sur le sujet. Chaque chapitre est consacré à une question avec une ambition affichée de faire connaître l'exactitude du déroulement du débarquement au-delà des cercles des plus érudits et surtout au-delà de son récit parfois romantisé. Alors Nicolas Aubin, pour commencer, pourquoi le débarquement est-il un événement autant auréolé de mythes et de légendes ? Le débarquement est auréolé du mythe, d'abord parce que c'est une opération gigantesque qui a eu lieu lors de la pire des guerres de l'histoire, et que d'emblée, même avant même d'avoir lieu, il a été considéré comme une bataille décisive, comme ce qui allait changer la face de l'histoire. C'est la lutte du bien contre le mal, c'est le retour du bien sur Terre, c'est le retour du roi. Le débarquement peut se rattacher déjà au mythe fondateur des sociétés chrétiennes. Il est d'une ampleur colossale, 5000 navires, 10 000 avions. C'est la plus grande opération militaire de tous les temps. Donc, rien que pour cela, il attire l'attention. Et en plus, il y a son scénario, donc de lutte de bien contre le mal, ce caractère où tout se joue en une seule journée, qui fascine. On a également des troupes un peu mythiques qui vont y participer, des parachutistes, les SS. Donc tout se conjugue pour faire de ce moment, de cette journée, et ensuite de la bataille de Normandie pendant les 2 mois qui suivent, un événement qui aura une portée colossale. Et avant même le débarquement, Hitler n'endort pas de la nuit. Il attend ce débarquement. Tout le monde attend ce débarquement. Tout le monde l'annonce. Et ensuite, il va demeurer dans l'histoire parce qu'il permet de marquer justement, de manière régulière, dans les années 60, pendant la guerre froide, la capacité des États-Unis à défendre l'Europe. On en a même fait à un moment donné un élément déclencheur, complètement à tort d'ailleurs, un élément déclencheur de la construction européenne. Donc le D-Day a été un événement très, très marquant et il a aussi été le sujet de nombreux films et romans. Comment ces derniers ont contribué à alimenter les légendes autour de cet événement et aussi quels récits ont-ils choisi de mettre en avant ? C'est justement le récit de la bataille décisive qui a été le plus retenu et celui sur lequel d'ailleurs c'est le plus discutable. On pourra mettre en évidence qu'en fait le débarquement est l'aboutissement d'événements beaucoup plus décisifs en amont. Et c'est plus un passage obligé vers la victoire qu'un moment décisif, parce qu'en fait, la guerre est gagnée avant le débarquement. Mais bien sûr, il fallait débarquer en Europe pour terminer le travail. Et donc, les films comme Le jour le plus long, comme Il faut sauver le soldat Ryan, a insisté davantage sur cette dramaturgie du tournant où tout peut se jouer. On le voit très bien dans le jour le plus long, notamment où presque le sort de la guerre dépend de la capacité d'une poignée de GI à faire exploser un obstacle sur la plage de Maha. Ça se jouerait là. C'est aussi le caractère spectaculaire de la bataille qui attire le cinéma. Quand Zanuck lance le projet, c'est aussi un hommage à tous ces combattants qui se sont exposés, qui ont souffert, qui sont parfois morts pour la liberté. Donc il y a toute cette mystique qui se met en place autour de cet événement, surtout dans les années 60 avec Le jour le plus long, alors que dans les
dans les années précédentes, c'était moins marqué. Le débarquement n'occupait pas une place fondamentale. L'année 1954 n'avait pas vu de commémoration particulière. C'est vraiment 64 qui va marquer une première accélération. 84 va être une sorte d'aboutissement, et depuis, c'est régulièrement convoqué. Le débarquement est régulièrement convoqué pour scander la capacité des démocraties occidentales à sauver le monde. Pour proposer une réponse aux grandes questions qui entourent le débarquement, vous vous êtes appuyé sur une bibliographie de référence. Comment avez-vous sélectionné ces ouvrages et quel est l'état actuel de l'historiographie du débarquement ? On publie énormément sur le débarquement. Il y a une historiographie qui est colossale. Alors, par chance, j'ai commencé très jeune. Je lis sur le débarquement depuis, je dois avoir l'âge de 9-10 ans, si c'est pas avant. Donc, ça m'a permis d'accumuler beaucoup. Pour autant, dans cette bibliographie qui est colossale, il y a énormément d'œuvres de vulgarisation. Et quand on regarde bien, finalement, le récit historique s'est d'abord composé à l'aide d'une histoire officielle faite par les Américains, très détaillée, très factuelle, des récits de témoignages, notamment des récits de témoignages allemands, qui a permis de penser que l'on avait une histoire équilibrée entre les combattants, ce qui était pas le cas, parce que d'un côté on avait une histoire assez factuelle, évidemment sous contrôle, puisque c'était de l'histoire officielle, mais de l'autre côté on avait seulement un récit de vaincus, mais de vaincus qui cherchaient à s'auto-justifier, et un récit qui était très biaisé. On avait aussi le récit des généraux. Et pour le coup, très rapidement, c'est devenu la foire d'empoigne parce que tout le monde cherchait à tirer sa couverture à lui, à critiquer l'autre, notamment Montgomery et les Américains. Ces premiers écrits ont été la base. Et puis est arrivé, donc au tout début des années 60, le livre pionnier de Cornelis Ryan, donc le jour le plus long, qui inspirera le film, où pour le coup on s'intéresse beaucoup plus aux combattants, à la dramaturgie des faits, plus qu'à une histoire par le haut, par les généraux, par l'armée. Donc ça a ouvert une nouvelle facette. Et enfin, dans les années 1980, des passionnés ont commencé à énormément écrire sur des détails de la bataille de Normandie. Et là, je pense que sans me tromper, la bataille de Normandie est la bataille sur laquelle on a le plus d'informations, mais jusqu'à savoir quasiment chaque combat, derrière chaque haie, on peut avoir quelque chose. Donc c'est absolument colossal. Pour autant, il a longtemps manqué d'une véritable synthèse, et souvent on avait des récits qui étaient très orientés. On a constaté notamment une américanisation de l'histoire de la bataille de Normandie. La participation anglaise a été peu à peu occultée, réduite à portions congrues. Et en France, particulièrement, parce qu'on traduit peu en France. Donc on a cette vision soit simplement américaine, soit franco-française, alors avec à mon sens une surexposition notamment de la résistance. Toute cette masse qui part un petit peu dans tous les sens, où il y a finalement assez peu de travaux universitaires, d'ailleurs. Olivier Vivorca, Jean-Luc Leleu étant les principaux auteurs qui ont vraiment, alors pour le coup, bien fait progresser la connaissance de cette bataille. Jean-Luc Leleu a sorti un ouvrage absolument fondamental sur l'armée allemande, et il y a quelques années déjà, Olivier Vivorca avait bien revisité la bataille sous des angles que l'on ne connaissait pas, parce qu'il y a encore en fait des choses à découvrir. Je vous ai dit que on n'avait jamais autant écrit, mais il y a quand même des aspects de la bataille sur lesquels il y a quelques angles morts. Et est-ce que cette survalorisation du rôle des États-Unis et globalement cette mise en avant globale du débarquement, est-ce que ça peut s'expliquer par une volonté de diminuer l'importance du rôle de l'URSS sur le front de l'Est pour la victoire contre l'Allemagne nazie ? Ah, totalement. Totalement. Dans le cadre de la guerre froide, les États-Unis se présentent comme les défenseurs du monde libre, comme les libérateurs. L'URSS a été diabolisée. Toute sa participation à la Seconde Guerre mondiale est minorée. Et on a véritablement à cette époque une histoire de la Deuxième Guerre mondiale qui s'écrit en Angleterre, aux États-Unis, dans une moindre mesure en France, parce qu'il y a le Parti communiste qui fait contrepoids, qui est quand même une histoire de la Deuxième Guerre mondiale très orientée sur le front ouest, au détriment du front de l'Est. Pour en venir à la grande question, la bataille de Normandie a-t-elle été réellement le point de bascule décisif qui a mené les Alliés à la victoire ? Absolument pas. C'est un point de passage vers la victoire,
mais ce n'est pas une bataille décisive dans le sens où l'échec du débarquement n'aurait pas entraîné la victoire d'Hitler dans la Deuxième Guerre mondiale. Celui qui gagne le débarquement, ici en l'occurrence les Alliés, savent qu'ils marchent vers la victoire depuis 1942. Le rapport de force est tel qu'il n'y a plus de doute sur l'issue finale du conflit. Par contre, ce qui se joue le jour J, c'est l'après-guerre. Parce que si les Alliés échouent lors du débarquement, cela aurait été essentiellement l'armée rouge qui aurait libéré le continent européen. Alors nul doute que les Alliés auraient redébarqué, ils combattaient déjà en Italie, ils auraient progressé en Italie, ils auraient redébarqué rapidement début 1945, mais il est probable que l'Allemagne aurait été entièrement soviétisée à la fin de la guerre. C'est une hypothèse, mais ça reste relativement crédible. Donc ce qui se joue vraiment, le 6 juin 1944, c'est plus l'après-guerre que l'issue de la guerre. Donc pour revenir un petit peu avant le début des opérations, en décembre 1943 s'achève la conférence de Téhéran où discutent les trois grands, Staline, Roosevelt et Churchill. Est-ce que cette conférence peut évoquer une réelle coopération militaire internationale concertée pour le débarquement ? On l'a parfois présentée comme telle, puisque c'était la première conférence où Roosevelt, Churchill et Staline se retrouvaient. Au moment des faits, c'était histoire de montrer la capacité effectivement des Alliés à travailler de concert. À cette conférence, Staline, c'était pas la première fois depuis 1941, depuis l'invasion de l'URSS, Staline exige des Alliés un soutien, qu'ils ouvrent un second front en Europe. Jusque-là, il avait été conduit à cette conférence de Téhéran. Il obtient pour la première fois un soutien clair de la part de Roosevelt. Et Roosevelt s'engage sur un débarquement en France en mai 1944, à l'époque, ça sera finalement en juin. Mais ça ne va pas au-delà. On ne planifie pas une véritable coopération militaire. Oui, Staline dit, quand vous débarquerez, je passerai à l'offensive également pour prendre les Allemands en sandwich. Mais en fait, dans l'esprit de Staline, il va surtout utiliser le débarquement à son profit. Et ça, dans les ouvrages de Jean Lopez, c'est très bien montré. Staline comprend qu'au printemps, les Allemands devront faire face au débarquement, que leurs réserves stratégiques seront aspirées vers l'Ouest et qu'il pourra en profiter pour mener une offensive à l'Est beaucoup plus ambitieuse, même une série d'offensives dont Bagration sera la plus connue, mais pas la seule. Donc de ce point de vue-là, pour Staline, ça a complètement changé sa stratégie. Mais ça n'a pas impliqué une coopération militaire entre les deux, entre l'URSS et les démocraties occidentales. D'ailleurs, Staline ne dit pas grand-chose de Bagration, il ne donne pas de date. Il y a très très peu d'informations qui circulent, en tout cas beaucoup moins que dans l'autre sens. Donc c'est à la fois des opérations qui sont communes, mais disjointes en fait. Elles frapperont les Allemands de manière coup pour coup, mais globalement, on ne peut pas dire que Staline, par exemple, ait facilité le débarquement en Normandie. C'est plutôt le débarquement en Normandie qui a facilité les offensives soviétiques qui ont commencé à partir du 22 juin 1944, c'est-à-dire 15 jours après le débarquement. Autre mythe qui existe autour du débarquement, c'est quand même la permanence de l'idée d'une supériorité, d'une efficacité, d'une perfection presque militaire de l'armée allemande. Pourquoi ce mythe persiste ? Et est-ce que on peut dire ici que c'est les vaincus qui ont écrit l'histoire et que c'est pour ça que cette version subsiste ? Exactement, les vaincus ont écrit l'histoire. On dit toujours que l'histoire est écrite par les vainqueurs. En l'occurrence, c'est pas totalement vrai. Notamment justement à cause de la bascule rapide dans la guerre froide, les Américains ont très rapidement eu besoin de savoir comment combattaient les Soviétiques, et pour savoir comment combattaient les Soviétiques, ils ont demandé l'avis à leurs adversaires, qui étaient les Allemands. Et les Allemands, des généraux allemands qui, entre 1945 et 1954, ont été très largement sollicités. Pour eux, ils ont bien compris que c'était l'occasion déjà de se décharger sur Hitler de toutes les horreurs qu'avait commises la Wehrmacht pendant la guerre, et également pour essayer de se blanchir des erreurs qu'ils avaient pu commettre. Donc ils ont eu l'occasion de réécrire une histoire, d'offrir une histoire de la Deuxième Guerre mondiale à travers les yeux des généraux allemands, une histoire où ils se sont d'excellents professionnels qui avaient tout compris à l'art de la guerre,
qui était supérieur à toutes les armées. Il faut être franc, ils battent les Polonais à plat de couture, ils exécutent la France comme on l'a jamais vu dans l'histoire, ils parviennent aux portes de Moscou. Ce sont pas des bras cassés, l'armée allemande est performante. Mais déjà, celle de 1944 n'est plus tout à fait celle de 1940, et c'est occulter aussi toutes les erreurs qu'ils avaient faites et qui avaient quand même amené finalement à leur défaite. Donc on a eu cette construction du mythe, elle vient notamment donc de ces récits faits par les généraux, des témoignages aussi de vétérans qui ont été bien accueillis et qui ont contribué à enraciner l'idée que les Allemands avaient non seulement le meilleur matériel, mais les meilleurs soldats, les meilleurs officiers. Et ça a perduré et ça perdure encore largement aujourd'hui. On voit même, j'ai eu des échos, les maquettistes qui travaillent sur l'armée allemande, on se rend compte que les maquettes sur l'armée allemande de véhicules allemands fonctionnent mieux, que les chars seraient même sont plus fun que les chars alliés. Dans le domaine de la presse militaire, un article sur l'armée allemande se vend à davantage d'exemplaires que des articles sur les armées alliées. Donc il y a une fascination, c'est aussi la fascination sur le mal, probablement, qui doit y participer, une sorte de fascination-répulsion, qui nourrit ce mythe d'une armée allemande supérieure. Et en Normandie, la résistance acharnée des Allemands pendant 6 semaines a participé de cette idée que, malgré la débauche de matériel allié, les Allemands étaient quand même bien meilleurs. Et que s'il n'y avait pas eu une supériorité matérielle colossale, on y serait toujours. Et justement, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus en détail dans quel état est l'armée allemande en 1944 ? L'armée allemande en 1944 est un mélange d'unités d'élite, qui a l'expérience de la guerre, de matériel parfois très performant, et d'une armée à bout de souffle, qui a été saignée notamment en URSS, qui doit aller chercher des soldats dans les camps de prisonniers russes pour regarnir les effectifs. Il y aura en Normandie plusieurs milliers de citoyens soviétiques recrutés dans ce que les Allemands appelaient les Ostbataillons, les bataillons de l'Est, et qui se retrouvent à combattre donc les alliés occidentaux avec une motivation évidemment très, très variable. Des unités, alors qui pour le coup en Normandie on a beaucoup d'unités de seconde catégorie, parce que les meilleures unités sont parties à l'Est, sont utilisées à l'Est, donc des unités issues de personnes qui ont été blessées, plutôt des soldats plus âgés, la moyenne d'âge peut dépasser les 35 ans dans certaines divisions, avec un équipement qui est souvent un équipement de prise assez disparate. Donc voilà, c'est un mélange d'unités de deuxième catégorie, de quelques unités d'élite, parce que Hitler a fait de la priorité, a fait du cœur de sa stratégie de repousser le débarquement le plus vite possible afin de pouvoir se retourner vers le front russe ensuite. Et une armée allemande qui est aussi minée par son absence de supériorité aérienne. La Luftwaffe, l'aviation de l'air allemande, a véritablement été décimée dans les mois précédents par une opération qui s'appelle Argument, une opération menée par les Alliés au-dessus de l'Allemagne, dont on a cru pendant très longtemps, qui était présentée comme simplement une opération de bombardement, mais dont la raison profonde n'était pas tant de bombarder les villes allemandes que d'attirer les chasseurs allemands contre les bombardiers alliés pour mieux les abattre à l'aide des chasseurs d'escorte que les Alliés venaient de sortir en masse. Et donc, le débarquement en Normandie, il a commencé au-dessus de l'Allemagne au mois de février 1944. Donc, plus d'aviation, quasiment plus d'aviation côté allemand. Des énormes problèmes d'approvisionnement en essence, d'approvisionnement en munitions. L'armée allemande repose sur un approvisionnement par rail et les Alliés vont s'employer à empêcher les trains de circuler jusqu'en Normandie. Donc on aura assez rapidement des unités allemandes qui vont être en situation de pénurie et qui vont faire face justement à cette opulence alliée, va se retrouver à faire une guerre, ce qu'ils appellent une guerre de pauvres. Vous expliquiez plutôt que Hitler n'est pas du tout surpris par le débarquement, il s'y attend. Alors, qu'est-ce qu'il savait exactement comment avait-il des informations, alors même que les Alliés mènent des opérations de désinformation, je pense notamment à Fortitude. Oui, Hitler attend le débarquement, il le souhaite. Le plus tôt sera le mieux, je vous l'ai dit. Il veut ensuite retourner, une fois le débarquement repoussé, il veut se retourner vers Staline pour le vaincre définitivement.
Donc il l'attend, il l'espère. Quel renseignement avait-il ? L'historiographie classique affirme que les opérations de déception, que Fortitude, ont été un grand succès et que la chasse britannique a véritablement empêché les reconnaissances aériennes allemandes de voir quoi que ce soit du débarquement. La seule chose que l'on montrait aux Allemands, c'est ce que l'on voulait leur montrer, c'est-à-dire tout le décorum que l'on avait mis en place pour faire croire à un débarquement dans le Pas-de-Calais. Un historien canadien récemment a mis en évidence, en allant dans les archives allemandes, que c'était pas tout à fait ça. En fait, les Allemands avaient réussi à mener des reconnaissances dans le sud de l'Angleterre, avaient identifié la flotte d'invasion et avaient su, de cette localisation de la flotte dans les ports du sud de l'Angleterre, que ce n'était pas le Pas-de-Calais qui était visé, mais soit la Normandie, soit la Bretagne. Donc, on comprend mieux pourquoi, dans les semaines qui précèdent les débarquements, soudainement, Hitler exige de renforcer la Normandie. Pour autant, s'il renforce la Normandie, il ne la renforce pas au détriment du Pas-de-Calais. Parce qu'il y a une deuxième opération d'intoxication qui, cette fois-ci, fonctionne très bien. C'est l'opération des double cross, c'est-à-dire des agents doubles. Les Allemands sont inondés d'informations d'agents qu'ils ont infiltrés en Angleterre, mais qui, en fait, travaillent pour les Britanniques et qui désinforment les Allemands, et notamment sur 2 points. Ils les désinforment tout d'abord sur les effectifs. En doublant les effectifs alliés, ils donnent la conviction aux Allemands que les Alliés vont faire 2 débarquements, un de diversion en Normandie, et donc un deuxième dans le Pas-de-Calais. Parce que la deuxième information qu'ils apportent, c'est que le véritable objectif, cela demeure le Pas-de-Calais. Comme cela va dans le sens des propres convictions des Allemands, cette intoxication fonctionne bien. Parce que les Allemands, en tant que militaires très terrestres, disent un débarquement se fait au plus près. Donc à 30 km entre l'Angleterre et le Pas-de-Calais. Donc c'est ici qu'eux débarqueraient s'ils avaient à le faire. C'était de là dont ils pensaient d'ailleurs partir pour envahir l'Angleterre en 1940. Opération qui n'a pas eu lieu. Donc cela renforce leur propre conviction. Donc quand le débarquement a lieu, ils ne sont effectivement pas surpris. Ils se doutaient qu'il y aurait un débarquement en Normandie. Ils sont surpris quand même du jour parce que le temps est vraiment exécrable. Ça les surprend. Le moment les surprend. Pas la période ni le lieu. Mais par contre, ils vont pendant des semaines rester persuadés que ce n'est que le premier acte, qu'un deuxième débarquement encore plus important aura lieu dans le Pas-de-Calais. Et donc, ils conservent des forces très importantes qui va leur manquer en Normandie. Ils les conservent dans le Pas-de-Calais. Ce qui est intéressant, c'est que les services de renseignement allemands, au bout de quelques semaines, se doutent que le débarquement principal a déjà eu lieu, mais s'autocensurent à tel point cette découverte va à l'encontre des convictions de chacun. Donc ça va encore contribuer à retarder davantage le transfert des troupes vers la Normandie. Et quand la 15e armée allemande, qui était donc dans le Pas-de-Calais, sera finalement libérée pour aller sur le front normand, c'est trop tard, le front normand aura déjà été percé et les Alliés déferlent en France. Donc l'Allemagne, malgré ces différentes informations, se prépare malgré tout, les côtes françaises, cherche à anticiper en construisant l'Atlantic Wall, ou le mur de l'Atlantique, qui ne sera pas suffisant pour défendre le littoral. Cependant, dans votre livre, vous dites que la comparaison entre le mur de l'Atlantique et la ligne de Maginot n'est pas du tout pertinente. Pourquoi ? Ils ne sont pas de la même ampleur, ils n'ont pas la même fonction. La ligne Maginot, c'est la ligne qui a été construite par les Français dans les années 30 pour empêcher toute attaque surprise à travers le Rhin et à travers la Sarre en direction de la France. C'est sanctuariser la France, et notamment la Lorraine, dont les ressources étaient absolument essentielles en cas de guerre. Et c'est un ensemble unique au monde de forts enterrés, ultra modernes. Le mur de l'Atlantique n'est pas du tout de la même nature, il est beaucoup plus léger. Même si la propagande allemande filme quelques bunkers massifs qui en fait n'étaient pas tellement des éléments du mur, mais étaient des bunkers construits en 1940 essentiellement pour abriter des canons pour bombarder l'Angleterre. Ils font les choux gras de ces bunkers massifs. On est plus sur un réseau de petits retranchements en béton, de plages minées, de plages couvertes d'obstacles, pour gêner le débarquement, pour le freiner, pour l'amortir, le temps que des renforts
ne viennent de l'intérieur, notamment les unités de Panzer, qui seraient chargées, elles, de repousser les Alliés à la mer. Donc il faut le comprendre davantage comme un amortisseur. Aucun général allemand ne considère que le mur de l'Atlantique ne peut arrêter les Alliés à lui tout seul. Il a besoin des réserves, et notamment des réserves blindées pour permettre de repousser les Alliés à la mer. Une autre raison de la construction de ce mur de l'Atlantique, c'était un moyen d'économiser les hommes. À partir de 1941, Hitler a besoin d'hommes pour le front de l'Est, et donc il remplace les hommes par du béton. Donc ce qui fait que ce qui aurait pu être une défense colossale s'il s'était ajouté aux effectifs humains, là, comme au fur et à mesure que l'on construit des bunkers, on retire des soldats de première ligne, ça fait que l'obstacle n'est pas rédhibitoire pour les Alliés, qui en plus de cela s'y préparent. Les Alliés développent des contre-mesures pour percer le mur, tout un arsenal d'équipements, des chars spécialisés et spécialement développés pour percer l'obstacle. La Wehrmacht ne pense pas que l'Atlantic Wall va les stopper, mais va les ralentir le temps que les renforts viennent. Mais malgré ce plan, l'armée allemande ne parvient pas à réaliser une contre-offensive efficace. Comment ça se fait ? Pour plusieurs raisons. La première se situe en amont. En fait, aussi paradoxal que cela puisse paraître, les Allemands n'ont pas de véritable plan pour repousser le débarquement. Ils veulent le repousser vite, mais ils n'ont pas de véritable plan pour ce faire parce qu'ils sont divisés sur la position à adopter. Von Rundstedt, qui commandait l'armée allemande à l'ouest, défend l'idée qu'il faut rassembler le maximum d'unités pour contre-attaquer en masse et que cela prendra une quinzaine de jours. Donc il faut accepter le débarquement, utiliser le mur de l'Atlantique pour déjà casser un peu les Alliés, les freiner, et puis ensuite, une fois que les troupes motorisées se seront rapprochées de la tête de pont alliée, contre-attaquer en masse, comme on le fait en général sur le front de l'Est. Rommel, le général Rommel, qui lui commande les troupes, qui est le subordonné de von Rundstedt, et qui commande les troupes de la Loire jusqu'à la frontière belge, donc l'emplacement où, dans tous les cas, les Alliés vont débarquer, s'ils débarquent en Normandie, ils débarqueront dans le Pas-de-Calais, dans tous les cas, c'est son secteur, lui défend l'idée que du fait de la supériorité aérienne alliée, cette contre-offensive 15 jours après sera vouée à l'échec. Les Allemands n'arriveront pas à rassembler correctement leurs forces, les Alliés se seront renforcés et la contre-attaque se brisera face aux canons anti-chars, face aux avions alliés. Lui défend l'idée qu'il faut attaquer les Alliés, il faut repousser les Alliés au moment où ils sont le plus faibles, c'est-à-dire le jour J, lorsqu'ils débarquent sur les plages, lorsqu'ils s'exposent. La contre-attaque doit donc non pas venir en quelques jours, mais en quelques heures. D'où son idée, plutôt que de garder les troupes très loin en arrière, dans la région parisienne par exemple, de déployer ses réserves au plus près des plages, à 2 ou 3 heures maximum des plages. Mais comme on ne sait pas exactement où les Alliés vont attaquer, il faut faire un peu de pari, et puis il faut disperser. Son argument étant, mieux vaut avoir 100 chars à la 3e heure que 1000 chars 15 jours plus tard. C'est un peu ce que j'appelle un peu disposer des colliers de perles. Finalement, la querelle prend de l'ampleur, Hitler doit trancher, il consulte d'autres généraux qui lui proposent une voie médiane. Garder la moitié des troupes loin en arrière pour une contre-offensive finale, mais tout de même disposer de plusieurs divisions de chars à proximité des plages pour bloquer les Alliés le plus vite possible. Donc c'est ce compromis, a posteriori, justement dans le récit des généraux allemands, ce mauvais compromis a été attribué uniquement à Hitler. En fait, son origine est d'abord une consultation faite d'officiers allemands qui l'ont soutenu. Donc Hitler s'est rallié à la vie générale. Deuxième raison, je vous ai dit qu'il y en avait deux. La deuxième raison, c'est que les Allemands étaient persuadés qu'au moment du débarquement, ils sauraient parfaitement, ça se verrait, où a lieu le débarquement, quelle serait son ampleur, et qu'il serait facile de prendre les mesures idoines pour le repousser. Or, le jour J, ils sont confrontés à un afflux de rapports contradictoires. Des unités annoncent qu'elles sont victimes d'un débarquement
alors qu'elles se contentent de voir passer la flotte à l'horizon. C'est notamment le cas d'une division qui se trouve du côté de Deauville, qui appelle au secours toute la matinée, et qui aura des conséquences très graves, parce qu'au moment où justement une des divisions de Panzer est libérée pour monter au front, elle montera au front, mais pas au bon front. Elle perd toute l'après-midi à aller du côté de Deauville avant de lui faire demi-tour pour aller vers Caen. Donc c'est quand même extrêmement dommageable pour les Allemands. On annonce des largages de parachutistes complètement fictifs. On annonce des parts en Bretagne, on annonce des parts en Haute-Normandie. On a aussi annoncé des débarquements tout près de Cherbourg alors qu'il n'y en avait pas. Et à côté de ça, il y a des débarquements effectifs qui ne sont pas signalés auprès du haut commandement. Le débarquement d'Utah le haut commandement ne sera au courant d'un débarquement à Utah qu'à 16h. Bien tardivement. Donc il faut bien comprendre que les généraux ont donc dû prendre des décisions à partir d'un faisceau de renseignements qui était contradictoire, incomplet et partiellement faux. D'où cette impression d'improvisation, d'ordre et de contre-ordre qui a existé au cours du 6 juin et dont on a, là encore, pendant longtemps, on en a fait porter le chapeau à Hitler. Le débarquement s'est effectué sur plusieurs plages de Normandie. Or, celle qu'on retient le plus souvent, c'est Omaha Beach. Cette visibilité accrue peut peut-être s'expliquer par la présence du photojournaliste Robert Capa, mais aussi peut-être par les pertes humaines qui y sont considérables. Pourquoi cette zone a-t-elle été aussi meurtrière ? Pour plusieurs raisons. C'est vrai que le Omaha Beach a été un véritable bain de sang, et alors que sur les autres plages, Utah, Juneau, Sword, Gold, les Anglo-Américains percent le mur de l'Atlantique en 1 à 2 heures, parfois avec localement des pertes importantes, mais globalement, pour un prix beaucoup moins élevé qu'ils ne le craignaient, à Omaha Beach, le pire se produit. Les premières vagues sont vraiment taillées en pièces. Alors pourquoi ? Tout d'abord parce que le terrain n'est vraiment pas favorable pour un débarquement. On est vraiment sur une plage dominée par des falaises à peu près 50-60 mètres de haut, donc avec une vue plongeante sur une plage complètement dénudée. En plus, les Alliés débarquent à marée mi-haute, il y a 300 mètres à parcourir de manière totalement exposée. Donc ça, c'est la première raison, c'est la géographie du terrain. Deuxième raison, qui n'est pas la plus importante, on a dit longtemps que les Allemands étaient très nombreux à cet endroit. En fait, ils ne sont pas tellement plus nombreux qu'ailleurs. Il y a à peu près 800 hommes sur les 7 km de plage. C'est à peine plus qu'ailleurs. C'est pas une véritable... Ça me paraît pas être une raison décisive. La densité des bunkers est à peine plus importante, hormis sur le plan des mitrailleuses. Là, vraiment, oui, il y a quand même plus de mitrailleuses qu'ailleurs. Mais par contre, le mur a été construit de manière assez récente et avec des plans qui étaient un peu plus cohérents, enfin qui étaient davantage cohérents qu'ailleurs. Donc ça, c'est pas tant la densité que la logique de construction du mur de l'Atlantique qui peut expliquer sa meilleure résistance. Ensuite, les causes de ce bain de sang s'expliquent aussi par des arbitrages, une série d'arbitrages qui en soi sont tous logiques, mais qui, mis bout à bout, vont finir par aboutir à ce drame. Ce sont les Américains qui débarquent à Omaha Beach. Ils débarquent 2 divisions, la première et la 29e division d'infanterie. Ils décident de se faire accompagner par des chars amphibies que les Anglais ont développés. Et là, pour le coup, les Américains empruntent cette idée aux Britanniques. Et c'est à peu près le seul soutien de blindés qu'il y aura sur la plage. Le problème, c'est qu'on débarque le 6 juin 1944, il y a beaucoup de houle. Le temps est mauvais, le débarquement a failli même être repoussé. Il avait été repoussé de 24 heures, il a failli être repoussé de bien davantage. Tout le monde le sait. Et là, on se souvient de la décision d'Eisenhower, le défi, bon, j'y vais, on y va quand même. Et puis, bon, souvent, après, dans l'histoire, on l'oublie. Après, on parle plus de la météo. Mais la météo, elle est quand même pas bonne. Il y a beaucoup de houle et finalement, 95% des chars n'atteindront jamais la plage. Ils coulent à cause des vagues. Ils sont tout simplement noyés. Donc, les fantassins qui débarquent n'auront pas le soutien de chars qu'ils avaient espéré.
Ils n'auront pas non plus le soutien de véhicules spécialisés comme l'ont les Anglais sur les autres plages. Les Anglais ont développé, je vous l'ai dit, tout un arsenal de chars capables de percer le mur. Les Américains n'y ont pas eu recours parce qu'ils estimaient qu'ils n'en avaient pas besoin, parce qu'ils estimaient qu'ils pouvaient faire, qu'ils avaient d'autres moyens d'y parvenir, et puis aussi un peu par fierté nationale, et qu'ils ne voulaient pas encombrer leur logistique avec du matériel qui était étranger. Ces véhicules vont quand même manquer pour les Américains, qui se retrouvent finalement à se battre simplement avec leurs fusils pour emporter le mur de l'Atlantique. Alors que côté britannique, l'arrivée sur des péniches de transport de chars dans les premières minutes qui suivent le débarquement de véhicules, notamment de véhicules équipés de ce qu'on appelle un lance-pétard, qui est un obusier puissant qui permet de museler des bunkers, d'abattre des obstacles, facilite grandement le débarquement côté anglo-canadien. Les Américains n'auront pas cela. Ils n'auront pas cela, notamment parce que donc Bradley, qui commande les troupes américaines, a estimé que les chars amphibies plus l'appui indirect de l'artillerie devrait suffire pour emporter la décision. Parce que de l'appui, les Américains en ont d'une manière considérable. Sauf que ce ne sera pas efficace. Ils ont quoi ? Ils ont la flotte. Un cuirassé, plusieurs croiseurs, qui vont pilonner la plage avant le débarquement. Mais il s'avère que pour des raisons de marée, le bombardement doit être amputé de plusieurs minutes et qu'il ne durera pas suffisamment longtemps pour véritablement causer des dégâts sur les positions allemandes. Ensuite, ils ont de l'artillerie, des lance-roquettes qui ont été disposés sur des péniches de débarquement. Notamment des obusiers de l'armée, avant de débarquer, ont déjà mission, dès la péniche, de tirer depuis la péniche pour appuyer les troupes, pour appuyer la première vague. Mais je vous l'ai dit, la météo n'est pas bonne. Et là, on ne parle pas d'un cuirassé ou d'un croiseur, on parle d'une péniche. Une péniche dans les vagues bouge énormément. Donc tout cet appui tombe trop court, tombe à côté, ne sert à rien. Donc ça, l'appui-feu des obusiers, des lance-roquettes installés sur des péniches ne sera pas efficace. Et enfin, les Américains comptaient aussi beaucoup sur un véritable tapis de bombes largué par des quadrimoteurs dans les minutes qui précédaient le débarquement. Or, cette vague de bombardiers arrive perpendiculairement à la plage, c'est-à-dire qu'elle passe au-dessus de la flotte alliée, atteint la plage, bombarde et ensuite poursuit sa route vers l'intérieur des terres. Et quelques jours avant le débarquement, Eisenhower prend peur. Il prend peur. Que se passerait-il si les pilotes larguaient leurs bombes un tout petit peu trop tôt et que ça tombait sur mes soldats ? Il ordonne aux pilotes de retarder l'ouverture des bombes de 30 secondes par rapport à ce qui est prévu. Mais 30 secondes en vol, c'est considérable. Les pilotes leur disent, parce que là, vous ne tombez pas à bombarder. On va forcément tomber trop long. Mais Eisenhower s'obstine. Il dit, au moins, psychologiquement, ça donnera le moral à mes soldats de voir ce tapis de bombe. Mais ce qui devait arrive, c'est qu'effectivement, le tapis de bombe frappe derrière le mur de l'Atlantique. Il tue des vaches et il tue surtout beaucoup de civils français. Mais il n'amoche en rien le mur. Les légendes autour du débarquement s'attardent aussi sur des figures individuelles. C'est le cas du général britannique Montgomery, dont la personnalité est sujette à discussion, on va dire, parmi les passionnés. Au-delà de la personnalité, quel bilan on peut tirer de ses performances militaires ? Montgomery a très mauvaise presse, en France, encore plus aux États-Unis, notamment sa performance en Normandie. On le jugeait étriqué, trop procédurier, trop prudent, et surtout très prompt à faire risquer beaucoup de vies américaines pour sauver des vies britanniques. Globalement, on lui a reproché de ne pas avoir pris Caen le jour J, alors qu'il avait promis de le faire, et que par la suite, toutes ces offensives ont été des échecs. Et côté américain, il y a quand même la conviction que, grosso modo, si les Américains n'avaient pas pris les choses à bras le corps, là encore, on y sera encore en Normandie, on n'aurait toujours pas fini la bataille avec Montgomery, tellement il était lent. La réalité est évidemment un petit peu plus nuancée. Alors Montgomery, c'est vrai qu'il a un caractère insupportable. Il se prend pour une diva, il est le vainqueur de l'Allemagne, il a un complexe de supériorité et un ego qui est absolument insupportable.
il est cassant. Et depuis 1943, où il combat aux côtés des Américains, il a un passif, qui est déjà pas évident à supporter. Les Américains ne le supportent plus. Bradley notamment, Patton encore plus. Bon, Patton, pendant la bataille de Normandie, n'interviendra qu'à partir de l'extrême fin du mois de juillet. Mais il faut bien avoir à l'esprit ça, c'est qu'il y a déjà plus qu'une animosité entre les Américains et Montgomery, qui est par contre parfaitement apprécié de ses hommes, qui notamment apprécie qu'ils pensent beaucoup à leur morale et économisent leur sang. Donc la réalité est un peu plus nuancée, parce que c'est vrai que toutes ces offensives pendant la bataille de Normandie peuvent apparaître comme une série d'échecs, parce que il ne perce jamais le front. Pour autant, quand on regarde sa stratégie générale, parce qu'il est à ce moment-là, il n'est pas simplement commandant des forces britanniques en Normandie, il est commandant des forces terrestres en Normandie, c'est-à-dire qu'il chapeaute les Britanniques et les Américains. Et son plan d'ensemble est loin d'être stupide, il est parfaitement cohérent, et il saura le tenir, et il saura aussi le modifier quand le besoin s'en fait sentir. Le problème, c'est qu'il ne saura pas communiquer sur le fait qu'il le modifie, préférant s'obstiner à dire que tout se déroule exactement comme il l'avait prévu avant, justement par un problème d'ego. Voilà. Donc sa stratégie générale, si vous voulez que je vous la résume un petit peu, c'est d'abord, lors du débarquement, d'avancer le plus loin possible, le jour J, et ensuite de confier la priorité des opérations aux Américains pour qu'ils libèrent le port de Cherbourg, avec lequel la logistique pourra être utilisée à plein régime. Donc le port de Cherbourg est la priorité. Pour faciliter le travail des Américains, il annonce que les Britanniques multiplieront les attaques en direction de Paris pour attirer le maximum de chars allemands sur le front britannique. Une fois Cherbourg pris, après, les deux alliés avanceront de concert, il n'y a pas de notion de priorité entre les deux, jusqu'à atteindre la Seine et la Loire, objectif fixé pour J plus 90, c'est-à-dire la fin du mois d'août. Et c'est sa mission. Avoir une tête de pont jusqu'à la Seine pour pouvoir ensuite entamer les opérations de libération jusqu'à l'Allemagne. Et ce plan, il l'a globalement suivi, mais il a dû le modifier à 3 reprises, notamment début juillet, il constate qu'effectivement les Allemands ont tellement bien réagi à ces attaques britanniques qu'ils ont vraiment focalisé leurs moyens blindés face aux Britanniques. Il dit on va pouvoir en profiter pour utiliser de nouveau les Américains qui ont moins de chars face à eux, pour cette fois-ci non pas avancer de concert mais percer côté américain. Ça, c'est une première modification du plan qui fonctionne bien. Et une fois la percée américaine faite, il est aussi l'un des premiers à dire très vite que l'on peut profiter de cette percée pour essayer non pas de repousser les Allemands, mais de les encercler. Donc voilà 2 exemples d'adaptation du plan de Montgomery, mais qui sont pas forcément aujourd'hui qui sont très souvent attribués aux Américains et pas aux Britanniques, alors que les archives montrent très clairement qu'il en est le père. Autre légende largement répandue autour du débarquement, c'est l'idée que Hitler dormait pendant le début des opérations et que personne n'a osé le réveiller. Qu'en est-il en réalité ? Alors oui, ça fait partie des grandes légendes sur Hitler. En plus, ça va bien dans le personnage. Le diable qui est rattrapé par ses propres fautes, par sa nonchalance, voilà. Et puis par la peur qu'il suscite, à tel point que même le jour le plus important de l'histoire, on préfère le laisser dormir. Cette thèse, elle repose sur un témoignage. On a autant de témoignages qui prouvent qu'il est sur le pont bien avant 10h du matin. Donc ça, on peut le classer comme étant une légende urbaine. Les mythes et les légendes relèvent aussi souvent de la construction d'un récit national. Dans le cas de la France, l'idée d'un pays unanimement résistant est largement mise en avant dans l'après-guerre. Est-ce que cette conception a amené à surévaluer l'impact de l'action de la résistance dans la réussite du débarquement ? Oui, largement, et même à se focaliser uniquement sur l'action de la résistance lors du débarquement, puisque c'est cette opération, le débarquement se fait quasiment sans troupes françaises.
Il y a 177 Français qui débarquent avec les Anglais. De Gaulle a été averti que quelques heures avant le débarquement qu'il aurait lieu, globalement, les Français ont été laissés à l'écart. D'ailleurs, De Gaulle ne pardonnera jamais aux Alliés cette forfaiture. Et en 1964, il refusera de participer aux commémorations à cause de cela. Mais par contre, il est vrai qu'on parle beaucoup en France, on se focalisait sur le rôle des résistants qui auraient freiné à tel point les renforts allemands qu'ils auraient permis la victoire des Alliés. Que sans l'action de la résistance, cela n'aurait pas été possible. Aujourd'hui, les historiens sont unanimes à dire que tout ça est surévalué. Les résistants ont fait le maximum de ce qu'ils pouvaient dans la mesure de leur possible. Et leur possible est quand même pas immense. Si les renforts allemands effectivement tardent, c'est notamment aussi à cause des bombardements aériens qui ont démantelé le réseau ferroviaire. Les actions de résistance, les Allemands, le jour J, constatent bien une inflation considérable des actes de sabotage, mais les rapports n'indiquent pas que cela les empêche de circuler. Quand on dépouille les archives, on ne voit jamais de trains remplis de chars qui tombent d'un viaduc qui viendrait d'exploser. Moi, en regardant toutes les feuilles de route des unités de chars allemandes montant au front, je n'ai quasiment jamais trouvé d'embuscade, ou bien alors ce sont toujours contre des unités qui étaient isolées. Et la plupart des combats que les résistants font au mois de juin 1944, la bataille du Mont-Mouchet par exemple, en Bretagne, le Vercors, etc., se font contre des unités de 3e voire 4e catégorie, des forces de police, des unités des bataillons de l'Est, qui de toute façon ne sont pas capables de monter au front en Normandie. Donc ça n'a pas fixé l'insurrection menée dans certaines régions françaises n'a pas fixé de troupes allemandes conséquentes. Vous allez me dire, oui, mais il y a quand même la 2e SS, il y a Oradour-sur-Glane, ça, ce sont bien les résistants qui les ont freinés, qui les ont poussés qui ont poussé les Allemands à massacrer la population d'Oradour. Là encore, la réalité est un peu plus contrastée. La 2e SS, c'est une division de chars, qui a participé largement au combat sur le front de l'Est, c'est une unité d'élite, mais qui est en train de se réorganiser, de se rééquiper lorsque le débarquement a lieu, et toute la division n'est pas opérationnelle. Elle est d'ailleurs installée dans le sud de la France, à un endroit où aucun débarquement n'est possible, et elle a, à cet instant-là, elle a plutôt une fonction de contre-insurrectionnelle, justement parce qu'elle a l'expérience du front de l'Est, et elle a eu son commandant a déjà largement participé à des opérations de nettoyage à l'arrière du front contre les partisans soviétiques. Et ces ordres sont justement, effectivement, de provoquer la terreur auprès des résistants pour briser d'emblée toute volonté d'insurrection de la part des Français. Le débarquement a eu lieu, l'opération, ce qu'on peut appeler une opération terroriste, pour briser l'action des résistants, se déclenche dans les jours suivants. C'est le massacre de Tulle. Mais très vite, il reçoit des ordres comme quoi les éléments qui peuvent déjà monter au front doivent monter au front. La priorité passe rejoindre le front de Normandie. Et c'est à cet instant qu'il décide de terminer son opération de nettoyage par le massacre d'Oradour. Et ensuite, les unités remontent au front. Ces unités motorisées le font très très vite sans être freinées par les résistants. Et pour finir, pour revenir un petit peu sur le bilan du débarquement et puis plus généralement de la bataille de Normandie, comment elle se place en termes de bilan de pertes humaines par rapport aux autres batailles de la Seconde Guerre mondiale ? La bataille de Normandie est une bataille sanglante. Pas la plus sanglante, mais une bataille sanglante. On a revu récemment, grâce à Jean-Luc Leleu, on a revu le nombre de pertes allemandes durant ces 3 mois de bataille, et on arrive à des chiffres autour des 400 000 hommes perdus, ce qui est absolument considérable. Ça fait quasiment les 2/3 des soldats allemands qui sont montés au front seront tués, blessés ou prisonniers, majoritairement prisonniers. Près de 60 000 tués aussi, donc parmi ces 400 000 pertes, on a plus de 60 000 tués, ce qui est beaucoup plus que ce que l'on pensait jusqu'à présent.
Côté allié, on a aussi des taux de perte qui sont parmi les plus élevés de la campagne de libération du Nord-Ouest. Alors bien sûr, ça n'atteint pas le nombre de morts que l'on a par exemple dans le Pacifique quand les Marines ou les GI débarquent sur certaines îles où ils peuvent perdre un tiers des effectifs en quelques heures. Non, on n'a pas ces pics de violence et de mortalité, mais l'usure pendant les 3 mois est tout de même supérieure par exemple à celle de la bataille des Ardennes. Merci beaucoup Nicolas Aubin pour cette émission et d'avoir accepté de venir discuter de votre livre Le débarquement, vérités et légendes qui, je le rappelle, est publié aux éditions Perrin. Chers auditeurs, merci pour votre écoute et n'hésitez pas à nous soutenir en allant sur le site de Storia Voce dans la rubrique Soutenez-nous afin que nous puissions continuer à produire ce genre de programme qui donne la parole aux chercheurs et chercheuses. Merci et à très bientôt pour une nouvelle édition des Grands Entretiens.